suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA, et c'est donc au nom du groupe INSA que je vous accueille aujourd'hui pour le 12e INSA Talk, le premier de cette année 2022, sur le thème du doctorat à l'international. Alors, on a une audience certainement un petit peu inférieure quantitativement parlant par rapport à l'habitude. Et je pense que ce n'est pas anormal. Ce sujet, cette orientation du doctorat à l'international est encore discret auprès de nos diplômés. Je ne doute cependant pas de la qualité des échanges qui nous attendent, d'une part avec une audience toujours fidèle et assez représentative aussi du groupe INSA, puisque vous êtes issus des 14 établissements membres du groupe, et puis bien sûr grâce également à l'intervention et la qualité de nos intervenants. Les micros sont éteints, vous connaissez les règles, et vous pourrez poser donc toutes les questions via le chat. Et c'est aujourd'hui Julie Metta qui va centraliser les questions et les reformuler ensuite auprès des intervenants. Julie est diplômée INSA Strasbourg 2014. Elle est actuellement doctorante, a commencé son doctorat à Hong Kong, est en train de le poursuivre en Belgique. Julie, d'avance, merci pour ta contribution et on l'a compris, tu es plutôt bien placée pour contribuer à cette co-animation. Voilà, nous avons 4 invités aujourd'hui et j'ai plaisir à vous présenter le premier d'entre eux, Christophe Chassot, directeur de la recherche à l'INSA Toulouse. Il est également membre de la commission recherche du groupe INSA. Christophe, c'est à toi. Merci Marie-Pierre et puis bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'introduire cette INSA Talk sur le doctorat à l'international, pourquoi pas. Alors, je vois qu'il y a des gens qui, parmi les gens qui vont s'exprimer, bien qui ont directement cette expérience, je n'ai pas eu un doctorat à l'international, mais je vais quand même introduire et vous parler un petit peu de cette vision pour le groupe INSA du point de vue de la recherche. Alors, tout d'abord, peut-être quelques mots juste pour situer les choses. Donc, vous savez qu'au niveau du groupe INSA, des différents INSA sur le territoire national et également au Maroc, eh bien, la formation est bien sûr au cœur des activités du groupe, mais la recherche est également imbriquée à cette formation et avec une évolution actuelle qui n'est pas spécifique au groupe INSA, mais qui est très, très largement soutenue et accompagnée par le groupe INSA, eh bien, c'est de faire face finalement aux enjeux sociétaux du moment. Les enjeux climatiques en sont un bien sûr majeur, mais pas que. Il y a différents types d'enjeux. Et la recherche actuelle, les inflexions actuelles des politiques du groupe INSA en termes de recherche, eh bien, veulent accompagner ces transformations sociétales et veulent aboutir d'une certaine façon à ce qu'on peut appeler une recherche impactante, une recherche responsable, bien sûr, en tirant parti des différentes disciplines sur lesquelles nous avons une expertise. Alors, dans cette perspective, eh bien, il y a nombre d'actions qui sont menées, et en particulier la question de l'internationalisation de la recherche dans cette vision-là. Alors, cette internationalisation-là passe bien sûr par des doctorants qui peuvent être en co-tutelle de thèse ou qui peuvent faire leur thèse complètement à l'étranger ou en partenariat entre deux laboratoires, mais ça se situe également au niveau des chercheurs et des enseignants-chercheurs avec effectivement des actions de mobilité entrante, de mobilité sortante, la volonté de développer des mobilités croisées sur des objets communs et au bout du bout, de nourrir progressivement, de développer des partenariats stratégiques, en particulier autour de la recherche. Alors, sachez-le, il y a effectivement à l'international un certain nombre d'universités qui également sont dans cet accompagnement, entre guillemets, de contribution aux enjeux sociétaux, et en particulier, je dis en particulier parce que, bien sûr, ça va largement au-delà au niveau international, il y a au niveau européen eh bien, la participation de l'INSA en tant que membre du groupe INSA à un consortium d'universités européennes qui s'appelle ECIU et qui justement s'inscrit dans cette vision-là et cherche à développer des activités de recherche entre les différents laboratoires qui soient guidés par des challenges. Et ces challenges, ils ne sont pas nourris uniquement par des académiques, par des chercheurs et enseignants-chercheurs,
mais ils viennent bien sûr aussi au contact des industriels, au contact plus globalement du milieu socio-économique, hein, et puis bien sûr de la société civile. Au passage, ça accompagne l'élan actuel, hein, qui est au niveau national et international autour de la science avec et pour la société, en particulier en tirant parti des expériences. Je pense notamment à la Suède ou à la Norvège, où il y a des universités qui sont très avancées sur ce point. Alors, ces partenariats, ils ont aussi pour objectif de permettre la captation de moyens au travers de projets européens qui visent à accompagner ces éléments-là. Bien sûr, de la collaboration qui vise à avoir finalement des activités un petit peu innovantes en termes de sortie des activités de recherche, en particulier des thèses, donc développer de nouveaux réseaux et puis bien sûr décloisonner la recherche telle qu'elle est pratiquée actuellement. Alors, on en vient bien sûr à ce qui vous concerne et ce qui concerne l'INSATOC d'aujourd'hui, hein, qui est le doctorat à l'international. Bien sûr, 2 mots sur le doctorat. Hein, je pense que vous êtes toutes et tous engagés ou engageables, ou en tout cas intéressés pour ceux qui ne sont pas encore sur des activités de recherche. Bon, vous savez que les visions de la recherche évoluent, hein, je le répète, hein, au contact de la société civile, au contact des entreprises notamment. Et concernant, bien sûr, le doctorat à l'international, il y a bien sûr l'expérience à l'international, hein, à savoir qu'une expérience de vie de quelques années pleine ou en partie menée en France et à l'étranger, eh bien, c'est une richesse à part entière, hein, bien sûr, mais il y a également de nouvelles opportunités qui sont apportées à l'international. Pourquoi ? Parce que finalement, les politiques publiques et même plus locales qui régissent ou qui sous-tendent les activités de recherche ne sont pas les mêmes à l'international et en France. Donc, effectivement, de nouvelles opportunités de concevoir ce qu'est la recherche au travers effectivement de ce qui se passe à l'international. Également, un autre point qui est important, c'est même si nous progressons en France et le futur, les perspectives qui se dessinent à l'horizon de ces quelques années, en tout cas sur certains aspects au travers de la loi de programmation de la recherche en France, eh bien, font qu'une reconnaissance du diplôme est de plus en plus affirmée en France. Il existe pleinement et très très fortement à l'international. Donc ça, c'est une chose. Et enfin, je dirais pour celles et ceux qui, espérons-le, reviendront en France avec cette expérience et la volonté, effectivement, d'utiliser d'une certaine façon ces différentes armes, eh bien, il y aura une expérience complètement à faire valoir vis-à-vis eh bien, de vos futurs emplois, qu'ils soient académiques ou qu'ils soient dans le monde socio-économique, en particulier, puisque certains seront très certainement impactés par ça, dans la création d'entreprises, qui est également une des cibles à tomber. Voilà, en 2 mots, ce que je voulais faire passer comme type de message. Féliciter les gens qui se sont engagés dans cette voie-là et puis inciter eh bien, toutes celles et ceux qui sont intéressés par la recherche eh bien, à dresser l'oreille par rapport aux expériences des personnes que nous allons écouter. Merci Marie-Pierre. Merci à toi Christophe pour tes propos introductifs. Alors, est-il encore nécessaire de présenter les INSATOC ? C'est un partage d'expériences entre des diplômés auprès de la communauté INSA, élèves ingénieurs, mais aussi les diplômés, l'occasion de valoriser vos réseaux, de fédérer notre communauté, toujours autour de cette dimension aussi internationale qui nous est chère et qui est un des fils conducteurs des INSATOC. Alors, nous laisserons en fin de session quelques petites salles virtuelles pour ceux qui peuvent ou veulent continuer à réseauter. Rapidement, pour savoir qui est autour de l'écran, je lance un petit sondage très rapide que vous devriez voir à l'écran. Je vous laisse y répondre en quelques secondes. Là, une majorité d'étudiants, mais aussi quelques diplômés. Et la moitié d'entre vous avaient déjà en perspective de carrière eh bien, le fait de faire un doctorat. Donc ça, c'est super. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous avons donc
3 témoignages aujourd'hui sur ce thème du doctorat à l'international. Nous avons donc en premier lieu Marie-Lucienne, diplômée INSA Toulouse 2013. Elle a fait son doctorat à Zurich. Nous écouterons ensuite Émilie Gauthier, diplômée Lyon 2007 en génie des matériaux. Elle a fait son doctorat en Australie. Et enfin, nous terminerons avec Justin Chiu, qui est également diplômé Lyon 2007, génie environnement, et qui a fait son doctorat en Suède. Alors, je vais vous emmener tout de suite à Zurich, où Marie devrait pouvoir nous présenter. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'organiser cette INSA Talk. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Donc, je m'appelle Marie, donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai été diplômée de l'INSA de Toulouse, génie biochimique en 2013. Et j'avais toujours été attirée en fait, par tout ce qui était lié à l'international. En fait, depuis très longtemps, j'étais impliquée dans des associations à l'INSA pour accueillir les étudiants en échange, pour promouvoir les cultures sur le campus, etc. Et j'avais la possibilité de faire 2 stages en Écosse. Et ça m'avait beaucoup plu, en fait, de travailler en anglais, de travailler à l'étranger. Et je m'étais dit que si un jour j'avais l'idée de faire un doctorat, je voudrais le faire à l'étranger. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait tout de suite. Après l'INSA, en fait, j'ai travaillé dans une entreprise en R&D, dans le diagnostic in vitro, donc en France. Et c'est cette expérience qui m'a vraiment donné envie de faire un doctorat. Le fait d'être dans une équipe en fait en R&D, travailler avec des ingénieurs et aussi avec des chercheurs, c'est en fait le travail avec les chercheurs qui m'a le plus plu. J'aimais beaucoup leur façon de réfléchir scientifiquement, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire un doctorat, donc à l'étranger. Et j'ai eu l'opportunité de partir donc à Zurich, où j'ai fait mon doctorat à l'université de Zurich, donc à partir de septembre 2015 jusqu'à fin 2019. Voilà, et ensuite, après mon doctorat, donc j'ai fait un petit peu de chômage et puis aujourd'hui, je travaille donc dans une start-up, donc toujours en R&D, dans le développement de traitements dans le domaine de la gastro-entérologie. Donc toujours sur Zurich. Je suis restée à Zurich après mon doctorat. Donc j'ai juste listé ici quelques points que je voulais évoquer au niveau de cette expérience du doctorat donc, à Zurich. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en global, ça a été une expérience qui a été extrêmement enrichissante. Je suis très contente d'avoir fait une thèse. C'est vraiment... voilà, je pense que si vous avez envie de faire une thèse, faites une thèse. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de positif. Donc, au niveau des points positifs clés, je dirais, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était le côté très international. Zurich, c'est une ville très internationale. Et en fait, dans le travail au laboratoire, dans aussi bien les collaborations que j'ai eues, mais aussi au sein du labo lui-même, c'était vraiment très international. Donc, beaucoup de cultures différentes, des langues différentes. Aussi sur le campus, c'était un côté que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai tout fait en anglais. Ça aussi, ça m'a plu, ça m'a permis d'énormément progresser en anglais. Et puis, sur le plan scientifique, c'est vraiment un apprentissage scientifique qui est colossal. En fait, j'ai trouvé que c'était encore bien plus, j'ai appris encore bien plus que ce que je pensais apprendre, en fait. Et notamment, ce qui m'a beaucoup plu et marqué, c'est le côté vraiment d'apprendre à construire un raisonnement scientifique en partant de la lecture de la littérature, formulation d'hypothèses, réaliser les expériences après les avoir designées et puis ensuite interpréter les résultats, rediscuter de ces résultats, les confronter aux données de la littérature. Toute cette démarche, en fait, cette méthodologie-là, c'est vraiment le doctorat que je trouve qui l'apprend beaucoup plus que le diplôme d'ingénieur, en fait. Et donc ça, c'est un côté qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai aussi mentionné dans cette slide dépassement de soi, nombreux défis. C'est vrai qu'en fait, la thèse, c'est un peu un challenge permanent. Et ça m'a plu aussi. C'est un côté, c'est très stimulant, en fait. C'est très enrichissant et j'ai la sensation d'avoir énormément grandi, en fait, pendant cette expérience. Et puis aussi, j'ai mis ici le PhD est reconnu partout. C'est vrai que c'est un diplôme qui est reconnu, enfin, c'est un diplôme qui est très international finalement. Avec un PhD, on peut le faire valoriser partout dans la recherche académique, mais aussi dans l'industrie et en fait sur tous les continents. Ça, ce côté-là, je trouve que c'est aussi très important de le mentionner.
Après, sinon, il y a quand même quelques points négatifs que je voulais aussi évoquer parce que je pense que c'est important de le savoir avant de s'engager parce que c'est une expérience qui est longue. Finalement, c'est un petit peu comme si, en tout cas en biologie, ça dure facilement 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Donc, c'est un petit peu comme si on multipliait la durée de ces études par 2 en quelque sorte. Donc, c'est quand même important de savoir avant de se lancer qu'il y a des côtés qui sont un peu difficiles aussi. Donc, le fait d'être en Suisse, de ne pas être dans un pays de l'Union européenne, on va dire, il y a beaucoup, beaucoup de tâches administratives au niveau des permis de résidence, etc. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était assez lourd, mais bon, ce n'est pas le pire. Après, sinon, important de mentionner, c'est que le PhD, ça reste un statut qui est quand même précaire, avec un petit salaire, avec aussi un contrat de courte durée. Donc là, j'ai écrit attention à la fin du doctorat, parce que c'est vrai que pour moi, c'est ce qui a été un petit peu difficile, c'est que une fois le doctorat terminé, finalement, j'étais à l'étranger et au chômage, ce qui n'arrive pas très souvent, parce que la plupart du temps, quand d'anciens INSA veulent aller à l'étranger, ils trouvent un emploi depuis la France avant de partir, ce qui n'est pas le cas en fait quand on fait son PhD à l'étranger. Une fois que c'est terminé, moi, vu la charge de travail en tout cas que j'avais sur la fin, j'avais clairement pas le temps de penser vraiment beaucoup à la suite. Donc ça, c'était une période qui était un petit peu difficile. Après, sinon, c'est un très gros volume de travail aussi avec des horaires compliqués. Enfin, en tout cas, pour tout ce qui est biologie, moi, j'ai fait beaucoup d'expériences au laboratoire où j'ai commencé à 5 h du matin, fini à minuit. J'y suis allée 2 samedis, 2 dimanches par mois au laboratoire en moyenne sur les 4 ans. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des sacrifices aussi un peu personnels qui vont aller avec ça. Et puis, bon, il y a beaucoup, beaucoup de stress aussi. Et puis, j'ai mentionné aussi exposition à des sujets délicats. En fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé que j'aurais bien aimé savoir avant, finalement, de faire la thèse. C'est que, en fait, d'un côté, ce qui est passionnant, c'est qu'on travaille sur un sujet qui est vraiment très... voilà, moi, j'étais en recherche médicale, travaillais sur une pathologie que je trouvais très intéressant. J'ai fait ma thèse dans un hôpital. Donc, tous ces côtés-là, j'ai fait de l'expérimentation animale. Enfin, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a le côté aussi où on est sur des sujets qui sont aussi très sensibles, où s'il y a la moindre fuite, ça pourrait être presque le lendemain dans la presse. Et on est un peu seul, en fait, par rapport à ce côté-là. Donc, moi, j'ai pas été, en tout cas, je ne me suis pas sentie accompagnée par l'université ou même par le PI qui me supervisait sur les aspects éthiques. Qu'est-ce qu'on va découvrir qui pourrait être un petit peu parfois difficile à avaler, entre guillemets. Donc ça, c'est un côté que je voulais aussi mentionner, même si c'est absolument passionnant de travailler sur des sujets qui sont un peu, qui relèvent de grandes questions, en fait, scientifiques. Donc voilà, donc c'était un petit peu mon petit bilan, ma petite présentation. Mais en global, je dirais que pour moi, c'est une expérience que j'ai trouvée très, très enrichissante. Et aujourd'hui, dans mon travail, ça c'est important aussi de le mentionner, j'utilise mon PhD tous les jours. Tout ce que j'ai appris, que ce soit sur les compétences scientifiques, les connaissances, mais aussi toutes les compétences annexes qu'on développe humainement ou dans l'organisation, le management de projet, etc. Donc, voilà. Après, si vous avez des questions, on peut en reparler plus tard. Très bien. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage déjà très, très riche. Alors, je note beaucoup de compétences, des défis à relever. Je vais vous emmener maintenant en Australie. Voilà, c'est pas commun. En un clic, et ça, c'est fabuleux. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir donné l'occasion effectivement de participer sur ce sujet qui me tient à cœur aussi. Alors, effectivement, moi, je suis diplômée de l'INSA de Lyon en 2007. Donc, j'ai fait sciences et génie des matériaux. Et à la fin de ma formation, j'ai fait mon stage de fin d'études en Australie. Donc, je suis restée 6 mois en Australie. Et à la fin de ces 6 mois, ils m'offraient un poste d'ingénieur recherche qui était au départ pour 1 an. Donc, c'était l'occasion, effectivement, de rester un peu plus longtemps et de prolonger un peu l'expérience en Australie. Donc, à cette époque-là, moi, j'étais absolument pas partie pour faire une thèse. J'étais dans ma tête, je suis pour 1 an et je comptais rentrer en France et je me disais, la thèse, ce sera difficile de la faire valoriser en France. Donc, je m'étais dit, je ne vais pas faire de thèse, je vais faire de l'ingénieur recherche. Et puis, j'ai fait ingénieur recherche comme ça pendant 4 ans. Donc, toujours, c'était dans un système universitaire, donc c'était vraiment très similaire à ce qu'on fait en thèse, on va dire, ou un projet de recherche
typique universitaire. Et au bout de 4 ans, j'ai un de mes boss qui m'a dit « Ah, mais Émilie, il faut vraiment que tu fasses une thèse. » Et à ce moment-là, je me disais effectivement, j'étais restée plus longtemps que prévu et je me suis dit effectivement, c'est l'occasion de faire une thèse et de pouvoir valoriser toutes mes connaissances que j'avais faites pendant les 4 années où j'étais ingénieure recherche. Et c'était aussi beaucoup plus facile, effectivement, comme disait Marie, tout ce qui est démarche administrative, c'est assez difficile aussi pour l'Australie, pour avoir des visas permanents. Et si on n'a pas de visa permanent non plus, il y a des financements qu'on doit payer à l'université et qui peuvent être très, très onéreux. Donc ça, du coup, c'était pas forcément pour moi, j'avais pas vraiment d'intérêt au départ de faire une thèse. Et après, donc j'ai eu la chance d'avoir mon superviseur qui m'a sponsorisé pour avoir un visa permanent, ce qui a facilité beaucoup de démarches. Et du coup, j'ai pu faire une thèse et il m'avait proposé de toujours faire mon travail d'ingénieur recherche en même temps et de faire ma thèse en temps partiel à côté. Au début, j'étais un petit peu difficile. Enfin, effectivement, faire une thèse en même temps que travailler, ça me paraissait un petit peu difficile. Et puis finalement, tout s'est bien passé. J'ai eu la possibilité de faire ma thèse en temps partiel. Effectivement, comme disait Marie, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Donc, c'est vrai que j'ai passé aussi beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends au labo pour avancer les manips. Et après, donc, le plus gros intérêt pour moi, c'était effectivement de pouvoir valoriser mes connaissances que j'avais eues pendant ces 4 ans d'ingénieur recherche et que j'ai pu utiliser. Et ce qui a, je pense, aussi facilité pour ma thèse, effectivement, parce que je connaissais déjà le sujet de thèse et après, je savais déjà un peu toutes les techniques de recherche, tous les équipements, toutes les techniques d'analyse, je les connaissais déjà. Donc, effectivement, sur ce côté-là, j'ai pu gagner beaucoup, beaucoup de temps, je pense, par rapport à quelqu'un qui commence une thèse. C'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu, on a un peu l'impression de défricher un champ et de se demander dans quelle direction il faut aller pour une thèse. Et moi, j'ai cette chance-là d'avoir déjà quelques directions déjà un peu prises pour ça. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fini ma thèse en 6 ans, vu que j'étais en temps partiel. Et donc, à la fin, j'ai eu ce diplôme et qui me permet d'avoir effectivement de faire des postdocs en Australie ou des postdocs à l'étranger. C'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'on a vraiment beaucoup de précarité une fois la thèse obtenue. Et pour essayer de trouver en France, je trouve que c'est un petit peu difficile. J'ai l'impression que la thèse n'est pas aussi bien reconnue que dans d'autres pays européens ou d'autres pays internationaux. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'on nous voit un peu pas d'un mauvais œil, mais quand on a une thèse et qu'on essaie de retrouver un emploi en entreprise, l'université n'est pas forcément, la recherche en université n'est pas forcément vue à sa valeur. Je trouve qu'elle est un petit peu dévalorisée. Alors qu'on travaille aussi avec des industriels, c'est des recherches appliquées. C'est certainement différent quand c'est de la recherche fondamentale, mais quand c'est de la recherche appliquée, je trouve que c'est assez concret. Donc voilà. Donc en gros, pour moi, c'était plus ne jamais dire jamais, parce qu'au final, j'étais au départ restée pour 1 an, je n'aurais jamais fait de thèse, au final, j'ai fait une thèse. Et donc voilà, donc il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je dirais, pour ma part. Et je suis très contente d'avoir fait cette expérience de thèse. Et comme disait Marie, c'est vrai que c'est un projet à soi. C'est pas un peu comme un enfant, mais presque, quoi. C'est vrai qu'on le voit au départ grandir, on ne sait pas trop comment s'y prendre au départ. Et puis après, petit à petit, à la fin, on arrive mieux à gérer sa thèse et à se dire, voilà, c'est effectivement là qu'on est arrivé. Au départ, on ne sait pas trop où on arrive, où on va aller aussi. Et c'est vrai que c'était très, très enrichissant. Alors, c'est vrai que j'ai parlé essentiellement de la thèse et l'international, c'est vrai que ça a un avantage même scientifique parce que dans des pays anglophones, parce qu'effectivement, quand on rédige en anglais, qu'on écrive un article scientifique ou qu'on rédige sa thèse en anglais, ça a une grande valeur parce que très souvent en France, on est obligé d'écrire sa thèse en français et au final, c'est un peu dommage que ça restreint l'accès possible des données ou des informations qu'on a en thèse. Et l'autre inconvénient, enfin pas l'autre inconvénient, mais effectivement, dans certains pays, ça demande beaucoup de démarches administratives, mais sinon, c'est vrai que d'un autre côté, c'est très enrichissant. Moi, j'avais un laboratoire qui avait beaucoup de moyens, donc c'est vrai que c'était assez agréable de pouvoir avoir des laboratoires très neufs et très avancés et dans des recherches assez intéressantes. Donc, voilà, donc ça, c'était pour ma part. J'en garde un bon souvenir et je suis très contente de l'avoir fait finalement. Super, merci beaucoup Émilie pour ce témoignage. Alors bien sûr, des convergences, il peut y avoir aussi des spécificités d'un pays à l'autre. Back to Europe et on va appeler Justin. Merci Marie et bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Justin, je suis un Asi-Israélien, donc j'ai fait
le parcours Asie-INSA, c'est-à-dire on était moitié asiatique et moitié français à Lyon, à INSA Lyon. Donc, je suis diplômé en année 2007. Ensuite, je suis venu en Suède pour faire un échange Erasmus de 1 an pour la dernière année avec le projet fin d'études. Et ensuite, j'ai continué pour poursuivre la thèse ici à KTH, l'École royale de technologie à Stockholm, en Suède. Et après la thèse en 2013, donc ici, ça dure 5 ans, la thèse en Suède. Donc, après la thèse, je suis rentré chez moi à Taïwan pour faire un postdoc. Donc là, je suis resté 1 an à Taïwan. Et en 2015, je suis de retour en Suède. Donc, je suis retourné ici à KTH en tant que chercheur. Et maintenant, en ce moment-là, maintenant, je suis maître de conférence. Donc, assistant professor et bientôt associate en février, enfin, ce mois. Donc, pourquoi l'international? Donc, d'abord, c'est bien pour découvrir un autre pays. Donc, j'ai fait Erasmus parce que je voulais changer un peu l'environnement. Je suis resté 4 ans à Lyon. Donc, je me suis dit, c'est la 5e année, c'est le moment de sortir, de partir et de voir un autre pays. Et après, je suis resté 15 ans. Donc, de 2008 à maintenant, ça fait 15 ans que je suis ici. Pardon, 2007 à maintenant, ça fait 15 ans. Et aussi, il y a des opportunités qui s'ouvrent quand on est à l'international. Donc, je pense que quand les opportunités se présentent, il faut qu'on saisisse. Donc, c'est pour ça que j'ai continué. J'ai accepté l'offre quand j'étais ici pour faire le doctorat et je suis resté. Et après, pourquoi le doctorat? Pour moi, c'est plus carrière universitaire que je voulais faire. Et aussi, au niveau soif de connaissances, j'aimerais bien apprendre des choses nouvelles. C'est pour ça que je suis resté à l'université. Et ensuite, pour les clés et les défis, il y en a pas mal. Donc là, j'ai listé enfin, quelques-uns seulement. Donc ici, je pense que c'est important. Donc, parmi les participants, j'ai vu qu'il y a une dizaine qui vont faire un doctorat dans leur planning. Donc, je pense que un des astuces ou un des conseils que je vais vous donner, c'est de s'adapter au plus vite possible à la culture locale de travail. Donc, par exemple, en Allemagne, ou au Japon, il y a l'hiérarchie. Donc, le prof est tout en haut et tous les étudiants sont les employés. Mais dans les pays scandinaves, c'est plutôt plate la hiérarchie. Donc, on ne s'adresse jamais avec vous. On se tutoie tout le temps. Et on ne dit jamais monsieur, mais on dit Justin. Donc, tous mes élèves maintenant, tous mes thésards, mes doctorants, ils m'appellent Justin avec le prénom. Donc c'est une culture un peu différente. Donc, un conseil, c'est de s'adapter au plus vite possible à la culture locale. Et ensuite, en Suède, le logement est un peu difficile. Donc, ça, c'est un des défis pour ceux qui veulent avoir un logement pas cher. Il faut vraiment aller chercher. Il faut aller en dehors de centre-ville. Et ensuite, il fait froid, il fait nuit longtemps ici en Suède, à Stockholm. Donc, si vous voulez venir pour faire des visites, je vous conseille de venir entre juin et septembre. Et ensuite, entre novembre et mars, c'est mieux d'éviter de venir ici, même pour visiter. Parce que c'est possible de faire une demi-année d'échange. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez venir en printemps ou automne. Donc, voilà une petite présentation sur le doctorat en Suède, Stockholm. À toi, Marie. Merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup. Et maintenant, eh bien, on va attaquer la partie questions-réponses. Je vais m'adresser à Julie, qui, je pense, a déjà de nombreuses questions. Julie, c'est à toi pour cette co-animation.
Bonjour, merci beaucoup. Déjà, je voudrais rebondir sur Justin. Déjà, merci à tous les trois, mais aussi à Christophe et Marie-Pierre. Je pense que la question du logement, elle s'applique dans la plupart des grandes villes qui sont présentes aujourd'hui, parce que à Zurich et comme en Australie, il me semble que c'est à Melbourne, que est l'université du Queensland. Émilie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le Queensland, oui. Ouais. Non, c'est le Queensland, effectivement. C'est pas Melbourne, mais ouais, les logements sont aussi chers aussi. Voilà, c'est très compliqué de se loger et c'est en effet, je pense, une des particularités de la vie internationale, c'est que à côté de toute la partie administrative, le logement fait aussi, est aussi quelque chose de différent, ou alors les salaires sont différents, parce que il me semble... Marie, tu as parlé de cette précarité, mais souvent on a, je pense, tendance à comparer nos salaires français avec les salaires à l'étranger. Et il me semble que, par exemple, Marie, toi à Zurich, le salaire d'un PhD, c'est aux alentours de 4 000 €, ce qui paraît énorme si on se base par rapport à un rapport français. Mais il ne faut pas oublier que le contexte, par exemple, zurichois est très élevé. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces différences culturelles que Justin a abordées en tant que hiérarchie au niveau du labo et difficultés de logement, mais aussi pour Marie à Zurich et pour Émilie en Australie? Alors, donc pour tout ce qui est alors pour la précarité, alors pour les logements en Australie, c'est assez cher. Les thésards, les thèses, c'est pas des gros salaires en Australie. Après, je ne sais pas si on peut comparer trop forcément non plus les salaires directement français et australiens ou autres pays, parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas. Par exemple, en France, on a des APL pour le logement, on a des aides au logement, on a d'autres aides qu'on a et qu'on n'a pas forcément en Australie. Nous, on n'a pas de sécurité sociale, enfin, on est obligé de payer notre sécurité sociale. En plus, je vois que si on doit mettre nos enfants à la crèche ou des choses comme ça, c'est assez cher, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, à côté de ça, la précarité, moi, je trouve que c'est plus au niveau des contrats courts. Donc, moi, j'ai toujours eu des contrats. J'ai jamais eu de contrat permanent. J'ai jamais eu un CDI, quoi. Ça a toujours été Avant, c'était 4 ans. Donc, 4 ans, ça va, ça laisse un peu le temps. Mais là, maintenant, c'est essentiellement 1 an, 6 mois, 1 an, 6 mois. Donc, c'est vrai que ça a un petit peu changé avec le Covid aussi. Ça a beaucoup changé. Et c'est vrai que c'est plutôt cette précarité-là. Je trouve pas forcément la précarité financière, mais plutôt la précarité de se dire, bon, bah, une fois que le projet est fini, ben, c'est fini, puis il faut trouver des financements et c'est pas forcément évident. Et c'est vrai qu'avant le Covid, moi, je devais postuler à une bourse et puis 2 semaines avant, on avait travaillé sur cette bourse et 2 semaines avant, ils ont dit, désolé, si c'est pas un sujet qui couvre le Covid, ben, cette année, on fera pas les financements pour ça. Donc, c'est vrai que c'est très spécifique au Covid, mais c'est vrai que du coup, ça veut dire que sur c'est une bourse qui était censée couvrir 3 ans de recherche. Et au final, du coup, on se retrouve un peu sans rien. Donc, c'est vrai que c'est ce côté-là qui est un petit peu difficile, je trouve. Ouais. Merci, Émilie. Dans le chat, il y a une question sur les CDI. Il faut savoir que quand on s'oriente vers un schéma de recherche et qu'on veut rester en universitaire, Justin pourra aussi en parler, je pense, mais souvent, il n'y aura jamais de CDI ou que très tard dans la carrière parce qu'il n'y a que les professeurs titulaires qui obtiennent un CDI. Je parle pour l'international. Et donc, avant ça, il faut passer par des postdocs qui sont des contrats entre 1 et 3 ans, des fois même 6 mois. Et après ces contrats, il faut postuler à un poste assistant professor. Souvent, c'est 3 ans plus 3 ans, pendant lesquels c'est assez stressant parce qu'il faut faire ses preuves, publier des papiers, montrer qu'on fait partie de l'équipe et qu'on arrive à faire briller l'université. Et après ça, on peut devenir associate professor, donc comme Justin l'est en ce moment. Et seulement à ce niveau-là, on peut espérer un poste titulaire. Donc, c'est un monde complètement différent du monde classique français du CDD au CDI. Il faut aussi savoir que dans beaucoup de pays, comme par exemple en Suisse, le CDI n'existe pas. En Belgique également, le CDI à proprement dit, un contrat pour toujours, n'existe pas. C'est des contrats un peu différents et avec aussi une possibilité de rompre le contrat très facilement. En Belgique, on a 3 mois de préavis et n'importe qui peut rompre votre contrat. Donc, ce principe de CDI est aussi différent de l'international. Après, Marie, toi, tu es donc restée dans l'industrie maintenant et non plus dans la recherche académique ou universitaire. Est-ce que tu peux parler de tes difficultés de trouver un poste? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu plus de facilité parce que tu avais une thèse? Et est-ce que tu penses que les facilités que tu as eues à Zurich auraient été les mêmes en France?
Oui, alors pour répondre à la question, est-ce que j'ai plus de facilité parce que j'avais une thèse, mon poste en fait il n'est pas ouvert à quelqu'un qui n'aurait pas de doctorat, je pense. Donc là-dessus, en fait il y a pas mal de postes finalement en recherche et développement qui sont des postes de chercheurs, qui sont pour des gens qui ont un doctorat. Ou alors peut-être potentiellement un master avec beaucoup d'années d'expérience dans le domaine, ça serait peut-être possible. Mais globalement, je pense que c'est quand même assez séparé, hein, on le voit dans les annonces aussi, dans les offres d'emploi. On voit voilà, PhD plus tant d'années d'expérience, ou alors ça sera un master. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Après, par rapport au... J'ai oublié la deuxième question. C'était quoi est-ce que ça a été difficile de trouver un poste dans l'industrie oui, ça a été quand même un peu difficile. Après, je pense aussi un peu particulier parce que moi, j'ai terminé mon doctorat juste après la pandémie a démarré. Donc là-dessus, ça a aussi forcément compliqué les choses. En biologie, il faut aussi savoir que je pense qu'au niveau des débouchés, ce n'est pas du tout comparable avec les autres sciences. On le voit déjà au niveau des ingénieurs avec l'INSA. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de débouchés, je pense, qu'avec d'autres sciences. Mais oui, il y a effectivement, on parle toujours de ce gap un peu entre l'académique et l'industrie. Ce n'est pas forcément évident, mais ça fonctionne. Enfin, moi, je suis passée par un programme, en fait, qui m'a donné la possibilité de faire un peu comme un stage, en fait. Et là-dessus, les startups sont très preneurs de ce genre de programme. Du coup, moi, j'ai démarré comme ça, en fait, dans l'entreprise. J'étais attirée par cette startup. Je les ai contactés en disant, voilà, je pourrais faire ce programme avec vous. Est-ce que ça vous dit? Ils avaient en tête de m'embaucher après. Donc, ça peut aussi être une solution, parfois, en fait, passer par des stages comme ça. Les entreprises aiment bien, parce que comme ça, ils voient qui vous êtes et ça peut être une bonne façon de faire un tremplin. Merci Marie, ça fait une très bonne transition pour une personne qui a demandé comment on peut trouver une thèse quand on ne fait pas partie d'un labo de recherche. Et je pense que ça a aussi fait écho à ce que Justin a dit sur l'importance du réseau. Je pense que c'est très important de faire fonctionner son réseau, tu vois aussi l'importance de ces INSATalks, que ce soit pour trouver une thèse ou un emploi après. Moi-même, j'ai travaillé à Hong Kong dans la diplomatie, donc rien à voir avec la recherche, et c'est grâce à mon réseau à Hong Kong que j'ai pu commencer une thèse à Hong Kong et ensuite rebondir encore grâce à mon réseau sur la Belgique. Donc peut-être, Justin, tu veux partager un peu de ton expérience de ce réseau et oui. De comment tu as trouvé ta thèse toi-même? Donc, moi, je suis en 2007, quand j'étais en échange Erasmus ici. D'abord, j'ai continué pour faire un master en 2008, avant que j'ai commencé la thèse. Donc, pendant l'année où j'ai fait le master, à KTH, j'ai approché ou j'ai demandé, j'ai parlé avec des professeurs locaux et j'ai postulé pour 3 thèses, enfin 3 opportunités et j'étais pris pour une des 3. Donc, c'était 30% de réussite. Et après, donc avant, c'était... Donc, maintenant, ça a changé un peu en Suède. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait assez de funding, donc assez de fonds de recherche avant qu'on puisse ouvrir un poste de thèse pour un thésard. Donc maintenant, tout le monde est assuré à avoir un salaire. Donc, à Zurich, c'était 4 000 € et à Stockholm, c'est 3 000 € pour la première année. Après, une fois par an, on augmente par 100 €. Donc, c'est 3 000, 3 100, 3 200, 3 300, etc. Mais je pense que c'est très important d'avoir un contact déjà avec les chercheurs du laboratoire que vous êtes intéressés pour faire la recherche, pour faire la thèse, et commencer à parler avec eux, à écrire, à avoir des échanges mails. Comme ça, ils vous comment dire, comme ça, un échange pour connaître qui vous êtes, et ça peut faciliter beaucoup la postulation, pour postuler pour avoir la thèse. Merci. Merci Justin. Je pense aussi ce qui est important de noter, et sans doute que Émilie et Marie, vous pourrez rebondir là-dessus, c'est aussi que chaque pays est différent.
Donc, en France, la thèse, c'est 3 ans. En Belgique, c'est 4. Aux États-Unis, c'est 7, voire plus. Émilie, toi, tu as dit que tu as fait ta thèse en temps partiel et c'était 6 ans. Donc, je ne sais pas si originellement en Australie, c'est 3 ou 4. Marie, en Suisse, il me semble que c'est aussi 4, voire 5, comme en Allemagne. Mais outre la durée de la thèse, les financements sont différents, les modes de fonctionnement sont différents. Il y a une question qui aussi concerne la thèse CIFRE qui existe en industrie en France et qui, de mon expérience en Belgique, fonctionne complètement différemment ici parce que les entreprises vont souvent travailler main dans la main avec les universités dès le début et donc financer carrément des labos. Et donc, en fait, en tant que thésard, on travaille déjà dans un labo privé où on a des données, où on a des échanges avec des superviseurs dans les taux. Peut-être que Marie, donc toi qui as travaillé à l'hôpital, et Émilie, je ne sais pas si tu as travaillé aussi en contact avec des entreprises, un peu comme le font les thèses CIFRE en France. Oui, alors en Australie, effectivement, une thèse, c'est 3 ans. Et donc, à temps partiel, il la double. Donc, c'était 6 ans. J'avais 6 ans pour la faire. Et donc, j'ai pas de lit, mais effectivement, c'était en relation avec une entreprise. En Australie, il y a beaucoup de financements où, comment dire, le gouvernement donne un certain montant et en général, l'industrie compense la même somme et après on fait un projet de recherche. Donc en général, on fait un projet de recherche et on fait à peu près les financements qu'il faut pour embaucher un thésard, un postdoc et puis les financements qu'il faut pour faire tourner le labo. Et donc voilà, donc en général, c'est comme ça que ça marche. En général, c'est très souvent lié avec des entreprises. Donc ça, c'est dans les cas surtout de la recherche industrielle. Après ça, que la recherche fondamentale, c'est différent, quoi. C'est vraiment que des bourses du gouvernement. Merci beaucoup, Émilie. Il y a une autre question qui concerne les encadrements et l'encadrant en général. Et Marie, peut-être tu pourrais parler de ton expérience avec un encadrement a priori très léger ou pas suffisant. J'aimerais aussi rajouter du fait que, comme Justin l'a mentionné, ça dépend énormément de la culture. Moi, j'ai commencé ma thèse à Hong Kong pendant 2 ans et c'est à cause de cette culture scientifique que je décide de revenir en Belgique parce que j'avais énormément de mal avec cette culture très hiérarchique où les thésards sont entre eux et ont très très peu de contact avec la hiérarchie. C'est très descendant et très top-down, alors qu'en Belgique, tout le monde s'appelle aussi par son prénom. En tant que PhD, on est sollicité, on est considéré comme des chercheurs à part entière, au même titre que les professeurs. Comment c'était pour toi, Marie, au niveau de l'encadrement et de ce fonctionnement superviseur-élève? Oui, moi, au niveau de l'encadrement, c'était très, très léger. En fait, pour ainsi dire, c'est un petit peu comme si j'étais arrivée le premier jour et qu'on m'avait dit, voilà ta paillasse, on m'a remis la demande de financement qui avait été écrite pour mon projet. On se voit dans 4 ans à la soutenance. Voilà. C'est un peu ça. Donc après, en fait, j'avais eu la chance d'avoir un postdoc qui était assez avancé dans sa carrière, qui voulait, qui était déjà en train de viser, voilà, un poste de prof et qui du coup a pris l'initiative, on va dire, de m'encadrer, voilà, parce que pour lui c'était intéressant de le faire et que voilà, il était intéressé par le projet, etc. Mais en fait, j'ai pas eu vraiment d'encadrement officiel, on va dire. Et quand je discute avec d'anciens INSA justement qui ont fait leur thèse en France, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont été pris par la main, un peu maternés en fait, voire même au niveau des techniques en fait au laboratoire. Ils ont fait des expériences avec leur boss, par exemple. Et ça me paraît, c'est pas du tout les choses que j'ai vues ici, en tout cas. Enfin, peut-être que ça existe, hein, mais c'était pas du tout le cas dans mon labo. Moi, toutes les techniques, en fait, finalement, j'ai tout appris toute seule, en fait. Ou alors, j'ai appris avec des experts, mais j'ai vraiment dû aller les voir, aller les solliciter. Il y a un encadrement qui est très, très léger, en fait, en Suisse, ou en tout cas en Suisse alémanique, et j'ai la sensation que c'est la même chose dans beaucoup de pays anglo-saxons aussi, si je ne me trompe pas. Merci Marie. Je pense qu'effectivement, il y a une différence entre les pays plutôt anglo-saxons et plutôt latins, mais je pense aussi la différence, elle se fait avec le réseau. Et comme Justin a dit, d'abord
comprendre la culture, mais aussi la personne, et d'engendrer un premier contact et un premier réseau. Les personnes avec lesquelles j'ai rejoint mon labo, je les connaissais d'avant, de Hong Kong, et donc je savais que c'était des personnes qui me soutenaient, qui allaient m'encadrer, qui allaient être là dans mon quotidien. Je pense que ça peut aussi aider, comme dans le cas d'Émilie, quand on est déjà dans le sein du labo et qu'on sait qui est là, qui va être. Donc, je pense que le travail de réflexion et de préparation de la thèse avant de commencer la thèse est très important pour savoir dans quelles conditions, que ce soit les conditions administratives et locales, que les conditions humaines dans lesquelles on va faire sa thèse, parce que ça a été mentionné par les 3 intervenants aujourd'hui. Une thèse, c'est un peu un bébé. C'est quelque chose qui va nous être propre, c'est notre projet à nous. On est un peu seul, et donc si on se retrouve seul dans tous les sens du terme, c'est encore plus compliqué et encore plus précaire. Parce que cette solitude et puis aussi cette latence d'avoir les 4 ans sont assez lourdes. Alors après, il y a une question sur est-ce qu'il vaut mieux commencer d'abord la recherche en R&D et après, après faire sa thèse. Peut-être, Émilie, tu veux partager ton expérience d'avoir d'abord commencé en recherche avant d'avoir ta thèse? Oui, alors bon, moi, je n'étais pas du tout partie pour faire une thèse au départ. Hein. J'ai pas, donc voilà. Et c'est vrai que moi, la recherche, ça m'a plu. Et après, c'est vrai que je pense que ce n'est pas obligatoire. Je pense que ça donne peut-être une bonne idée de ce que c'est que la recherche. Et qu'effectivement, si on ne sait pas trop, peut-être c'est peut-être une bonne façon de déjà voir si la recherche, ça nous intéresse. Mais après, je ne pense pas que ce soit fondamental. Et moi, j'ai fait de la recherche. Enfin, j'ai fait ma thèse, mais c'était plus, voilà, ça me donnait des opportunités après d'avoir certains postes que je n'aurais pas eu ou de certains projets que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait une thèse. Merci. Est-ce que je pourrais aussi poser peut-être une question à Justin qui maintenant a des thésards. Comment ça se passe au niveau du définition de la thèse? Tu as mentionné que donc à KTH il faut des financements d'abord. Oui. Donc est-ce que c'est avec les masters que ça se discute d'abord ou les gens viennent te voir et te demandent? Et aussi de mon expérience personnelle, j'ai l'impression aussi avec mes collègues PhD que plus on est mature, plus c'est facile de faire sa thèse, de prendre du recul, mais aussi de se concentrer parce que, bon, Émilie et Marie l'ont mentionné, souvent on est quand même retrouvé face à soi-même, c'est la recherche sur quelque chose que personne n'a jamais été fait, on ne sait pas trop les résultats, il va falloir faire beaucoup d'allers-retours et donc ça a combiné plus avec le fait qu'on vive à l'étranger, donc avec une culture, avec une administration, avec un poids personnel un peu plus lourd du coup à gérer. Est-ce que tu as l'impression que commencer par une expérience professionnelle ou académique avant de se lancer dans un projet de thèse aide? Donc voilà, mes 2 questions sont d'abord comment se détermine un projet de recherche et deuxièmement, au niveau des candidats que tu as pour tes thésards, est-ce que la maturité aide? Donc, le financement, on doit l'assurer d'abord avant que l'on puisse commencer à recruter un thésard. Donc, une fois qu'on a le financement, enfin le financement de recherche dans la poche, on peut, comment dire, faire une annonce sur le site de KTH, par exemple, et cette annonce sera également sur le site national suédois de l'embauche. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, au public. Et après, d'après mon expérience, pour chaque poste de thèse qu'on ouvre, on a une centaine, donc 100, 110 qui postulent. Et on en prend une seule personne. Donc, la compétition est féroce. Et après, comment est-ce qu'on décide qui apprend? Parce qu'en en fait, les top 10, donc les 10 meilleurs, sont à peu près pareils. Il n'y a pas vraiment de différence entre les 10 meilleurs. Donc, comment est-ce qu'on choisit? Donc, c'est là où le réseau est important. Donc, si on connaît la personne, si la personne a été un Master Thesis Student, donc quelqu'un qui a fait le PFE dans le laboratoire de recherche pendant 6 mois, avant la poste c'est ouverte, alors on connaît déjà la personne. Donc, cette personne-là a beaucoup plus de chances d'être prise. Et après, bien sûr, on regarde sur le nombre de publications, si ils en ont déjà fait.
on regarde aussi de l'expérience. Donc, si la personne a déjà travaillé dans l'industrie, donc le thésard, le plus récent que j'ai recruté, il a travaillé 3 ans dans l'industrie de batterie, donc stockage de l'énergie, batterie électrique. Et j'ai recruté parce que j'avais besoin de quelqu'un qui connaît bien l'industrie. Donc, après, il y a des critères un peu différents en fonction du projet. Et comment est-ce qu'on définit le projet? Donc, en Suède, on doit les définir avant qu'on ouvre le poste. Donc, on sait déjà dans quel domaine le thésard va faire la recherche. Et après, on a quand même un peu de liberté pour définir les détails. C'est-à-dire, maintenant, là, chez un thésard de l'industrie qui travaille venant de l'industrie, il travaille maintenant sur le circular economy, donc économie circulaire, de stockage de l'énergie. Et là, on est libre. Donc, il faut que ça soit dans le domaine de stockage de l'énergie. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous de voir, c'est à l'étudiant de voir. Donc, après, c'est une discussion et définition entre le superviseur, donc le maître de thèse, et aussi l'éditeur. Super. Quant à la deuxième question, est-ce que ça aide à avoir un peu de l'expérience? Je pense que oui, ça va beaucoup aider. Surtout, enfin, l'encadrement, ça dépend beaucoup du maître de thèse. Donc, pour moi, je préfère de laisser la liberté au thésard. Donc, je préfère que ce soit quelqu'un qui est autonome. Et après, je sais que dans la culture asiatique, japonaise, c'est plus que le prof, il donne des consignes et il faut que les thésards fassent ce qui est dit. Donc, il y a un peu de différence de culture. Merci. Très bien, merci à tous. Moi, je me permets de reprendre la main. Marie, Émilie, Justin, je sais que vous avez aussi préparé quelques éléments de synthèse avant de clore cette session pour en fait finalement rappeler quels derniers conseils, recommandations adresser à nos élèves ingénieurs ou diplômés qui se lanceraient dans un doctorat à l'international. Alors, pour reprendre l'ordre de tout à l'heure, Marie? Oui, donc en fait, j'avais listé ici des aspects positifs et négatifs de la thèse sur le plan personnel et professionnel. Donc rapidement, je dirais, en perso, j'avais marqué l'association de sport de l'Université de Zurich et de l'ETH, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré ici. C'est là, pour le coup, Zurich, ils ont vraiment fait fort avec leur asso de sport. Et c'était gratuit pour les étudiants, donc j'en ai énormément profité. Sinon, j'avais aussi écrit que c'est une sorte de leçon d'humilité un petit peu. En fait, j'ai mis ça aussi parce que finalement, c'est le côté aussi voilà, d'être à l'étranger et de devoir s'adapter en fait en permanence. Et enfin, moi aussi, je ne parle pas allemand, par exemple, donc il y a aussi ce côté un peu d'humilité par rapport à, voilà, à la langue qui est la langue locale et que je ne parle pas. Mais en même temps, toute cette expérience, ça a été aussi une expérience qui m'a donné un peu la sensation d'être capable de faire beaucoup de choses, en fait. Moi, je suis ressortie un peu... ah, j'ai fait ça, donc maintenant, je peux faire ça. Enfin, ça m'a donné un peu ce côté-là, ça m'a boosté, on va dire. Donc ça, c'est sur les côtés positifs perso. Après, sur le plan professionnel, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le raisonnement scientifique, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Toute cette méthodologie, on va dire scientifique, qu'on apprend avec le doctorat, une énorme capacité de compréhension et il y a aussi beaucoup de connaissances associées. Et en même temps, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce n'est pas focalisé seulement sur les sciences. En fait, avec le doctorat, on apprend aussi dans plein d'autres domaines, en fait, et même des côtés un peu plus aussi politiques, juridiques, éthiques, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. C'est pas seulement, en tout cas pour moi, ce n'était pas seulement focalisé sur la biologie. Après, il y a quand même des côtés négatifs. Donc, sur le plan personnel, moi, j'ai pas mal de difficultés avec le suisse-allemand, hein, qui est la langue officielle de Zurich. Ici, les gens ne parlent pas allemand, mais suisse-allemand, c'est un dialecte, c'est pas forcément évident. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre le système suisse au niveau santé. Par exemple, il n'y a pas de sécurité sociale, comme disait Émilie tout à l'heure pour l'Australie. Le système social est complètement différent. On est beaucoup moins aidé qu'en France. Donc, tout ça, ça a été assez difficile pour moi de comprendre. Pas mal de stress associé au permis de résidence, notamment une fois que le doctorat est terminé. Voilà, quand on n'est pas dans l'Union européenne, il faut un permis de résidence, donc ça, c'est aussi voilà, un point un peu difficile. Et sur le plan professionnel, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le stress, les horaires difficiles.
Moi, j'ai aussi eu la situation, alors ça, ça dépend complètement du superviseur de thèse, du pays, du laboratoire en question. Mais moi, j'ai eu aussi la situation où j'ai continué à travailler sur des manuscrits, en fait, dont je suis première auteure, une fois que j'ai terminé mon doctorat. Donc, en fait, toujours aujourd'hui, 2 ans et demi après avoir soutenu, je travaille encore sur ces manuscrits, donc gratuitement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être y penser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on soutient sa thèse, en fait, on n'a pas encore fini avec ses travaux de thèse. Et l'absence de travail en équipe, moi, ça m'a manqué. Je venais quand même de l'INSA, on fait plein de projets en groupe, 1 an d'expérience en R&D où c'était tout en équipe. Et après, la thèse sans travail en équipe et le retour après en R&D en équipe. Et c'est presque, je me dis, waouh, c'est vrai que ça m'a manqué en fait. Et ça fait du bien de retravailler avec d'autres personnes, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour le petit bilan de la fin. Merci beaucoup, Marie, pour ce premier bilan. Alors, Émilie. Back to Australia. Ouais, désolée, il fallait que je me unmute. Oui, effectivement, les points personnels positifs, c'est effectivement voyager, découvrir un nouvel environnement, apprendre une nouvelle culture. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes qu'on n'a pas forcément en France. Après, cette expérience à l'étranger, c'est vrai que ça a beaucoup de côtés positifs. C'est vrai que ça nous grandit, comme disait Marie. C'est vrai qu'il y a des choses, on se dit, bah, tiens, oui, j'ai réussi à… Parce que c'est vrai qu'on part, on se dit, oh, je sais à peu près parler anglais, je me débrouille bien. Puis au final, quand on arrive, il y a des choses un peu différentes, l'accent ou des choses comme ça, des expressions qu'on ne dit pas du tout. Donc ça, c'était assez rigolo de vraiment s'installer. Après, dans les côtés négatifs au niveau personnel, c'est vrai qu'on est loin de la famille. Et c'est vrai que l'Australie, c'est vraiment très loin, donc on ne peut pas rentrer juste pour un week-end. Donc c'est vrai que c'était un petit peu plus difficile. Et puis, la distance avec les amis français et trouver ses nouveaux repères et se refaire des amis. Et en Australie, c'est vrai qu'il y a c'est très multiculturel. Et c'est vrai que les gens, pour vraiment rencontrer des Australiens, je crois que c'était assez difficile. Je ne sais pas, c'est parce qu'en fait, les gens restent 1 an, 2 ans, ils s'en vont. Et du coup, est-ce que les Australiens locaux se disent, bon, bah, je ne vais pas forcément m'investir dans une relation avec quelqu'un parce que dans 2 ans, ils seront repartis. Enfin, ça, c'est un petit peu difficile, j'ai trouvé. Et c'est seulement maintenant que j'ai des enfants que j'ai vraiment des amis français, enfin, pas français, pardon, australiens. Et c'est vrai que c'était un petit peu difficile, j'ai trouvé. Mais sinon, après, c'est vrai que c'est très, très multiculturel. Donc, il y a vraiment des gens de tous les pays. Donc, ça, c'était très intéressant. Et vraiment, dans le laboratoire aussi, c'est vraiment très multiculturel. Alors, au niveau professionnel, donc les points positifs, c'est vrai que c'est une ouverture du réseau professionnel. C'est vrai qu'on rencontre d'autres gens. Moi, j'avais eu de la chance qu'il y avait beaucoup d'INSA, SGM. Il y avait un gros système d'échange au niveau des stages. Donc, il y avait toujours des INSA, des thésards, des étudiants INSA qui venaient en Australie. Moi, j'ai encadré plusieurs stagiaires australiens de l'INSA. Donc, ça, c'était ce côté un petit peu français. C'était sympa aussi d'avoir ce côté-là. Et après, la possibilité de pouvoir le côté professionnel, c'était pouvoir faire ma thèse toujours en Australie et toujours à l'étranger. Ça, ce qui est bien, c'est vraiment pouvoir publier directement nos résultats et pas avoir à retraduire et rédiger les papiers scientifiques. Ça, c'était assez un bon atout, je trouve. Et après, c'est vrai qu'il y a une meilleure valorisation du doctorat à l'étranger par rapport à la France. Dans les points négatifs au niveau professionnel, c'est vrai que c'était tout ce qui était administratif qui était assez difficile. Et des bourses financières. Moi, j'ai fait ma thèse. J'étais payée pour mon travail de recherche ingénieur, mais je n'étais pas payée pour ma thèse, parce que c'était vraiment spécifique dans mon cas où je le faisais en temps partiel. Donc, je n'avais pas de bourse financière pour ma thèse. Et après, la précarité de l'emploi, qui est essentiellement la chose la plus difficile, je crois. Mais peut-être qu'effectivement, on a trop cette vue de la France où on a un CDI. Très souvent, les gens commencent dans une entreprise et ils y restent toute leur vie, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours ce côté-là de sécurité de l'emploi. Et alors qu'en Australie, j'ai jamais eu de contrat permanent, mais j'ai eu quelques petits trous de peut-être 1 mois ou 2 mois entre deux projets ou entre 2 contrats, mais j'ai toujours eu du travail. Je vois d'autres amis qui travaillent dans des entreprises, ils arrivent quand même à trouver du travail facilement. Donc, mais je pense, pour moi, personnellement, je pense que c'est cette culture française où je me dis, bon, bah, j'ai travaillé dur pour avoir une thèse, j'ai fait tant d'années d'études et au final, j'ai pas plus de sécurité d'emploi. C'est un petit peu difficile. Par rapport au contrat français. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour ces compléments de témoignage autour de Justin pour apporter encore quelques nouveaux éléments. Beaucoup de choses ont déjà été dites. À toi, Justin. Oui, merci. Donc, très rapidement, je pense que les points positifs, au niveau perso,
c'est de pouvoir élargir des contacts, des cercles sociaux. Et aussi, je pense que la découverte d'une autre culture, ça c'est un point positif. Et surtout apprendre à parler une autre langue. Donc ici en Suède, c'est plutôt anglais qu'on parle au travail. Donc là, on arrive à approfondir vraiment au niveau anglais ici en Suède. Et du point de vue négatif, il fait froid, il fait nuit très tôt. Donc ça, c'est un peu difficile à s'adapter au départ. Et au niveau professionnel, donc, faire un doctorat, c'est comme travailler. C'est-à-dire qu'ici, on est considéré comme, on considère faire une thèse, c'est comme un emploi à plein temps. Donc, on est payé en tant qu'ingénieur, un peu moins que les ingénieurs sur le marché, mais presque pareil, peut-être 10% moins. On est payé 10-20% moins. Mais c'est presque comme un emploi. Donc, c'est bien parce qu'on est payé. Et ensuite, on reste en contact avec l'université, les étudiants. Donc, ça, c'est très bien. C'est ce que j'adore. Et du côté négatif, dans la thèse, ça dure à peu près 5 ans en Suède. Et donc, c'est long. Et après, on s'éloigne un peu du marché après 5 ans. Donc, après, si on veut réintégrer dans l'industrie, il faut faire un peu d'effort, je pense. Donc, ça, c'est le point négatif. Merci. À toi, Marie. Merci beaucoup, Justin. Alors, je voudrais bien sûr profiter de ces dernières minutes pour remercier toutes les équipes, tous les contributeurs, la direction de la communication, Julie, bien sûr, toute la co-animation, nos intervenants avec ce partage d'expériences particulièrement riche, vous, le public, pour vos interactions également. Et puis, je vais en profiter aussi pour faire un petit sondage. C'est toujours important de savoir finalement comment vécu cet INSATOC. Merci bien sûr à Christophe Chassot, directeur de la recherche à Toulouse, pour son intervention aussi en tout début de session. Et puis, je voudrais déjà vous signaler le prochain rendez-vous. Ce sera le 24 mars à 13h sur le thème des carrières au féminin. Nous avions déjà fait une session sur ce thème l'année dernière au mois de mars. Nous aurons aussi des témoignages particulièrement percutants. Donc, save the date.